Il avait tout donné à sa famille. Un simple coup de fil avait tout bouleversé. Antoine avait 38 ans, père de 2 garçons, ouvrier depuis 15 ans. Et ce jour-là, il avait reçu la lettre qui changea le reste de sa vie. Vous verrez comment des mains sales, des repas froids et des messages publics ont conduit à une renaissance que personne n'attendait. Restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ses amis ont réagi d'une façon qui a tout changé. Sa femme est partie avec ses valises et une voiture louée. Ce matin-là, la rue semblait différente. Avant la chute, la maison respirait la routine. Le pain grillé fumait dans la cuisine, les rires des enfants se mélangeaient au bruit des scooters dans la rue et Antoine réglait la cafetière en vérifiant sa montre. Il parlait doucement à Hugo, 9 ans, et à Léo, 6 ans, les yeux encore collés sous les paupières. Sa femme, Sarah, bordait les draps en chantonnant une mélodie que les garçons reprenaient en chuchotant. À l'atelier, il connaissait chaque boulon, chaque vis, chaque souffle de la machine. Le patron lui disait souvent que rien n'était possible sans ses mains. Ce matin-là, pourtant, les mains d'Antoine tremblaient quand il trouva l'enveloppe. Il s'assit sur le banc en bois, sentit le grain rugueux du bois contre sa paume, entendit le froissement sec du papier et sut que quelque chose d'irréversible venait d'arriver. Antoine avait une histoire simple et longue que peu connaissaient. Il était né dans un appartement où l'hiver mordait jusque dans les tasses en métal. Son père, Marcel, était chauffeur de bus et rentrait tard, l'odeur de diesel sur ses vêtements, les ongles noirs comme le charbon. Sa mère, Claire, avait travaillé comme femme de ménage et lui apprit à compter chaque euro comme s'il avait de la valeur. Ils déménagèrent quand il avait 10 ans et Antoine se souvint des frissons dans le couloir, du goût salé des larmes le soir et de la fois où il vendit sa guitare pour payer un cours d'été. À l'école, il était l'élève qui réparait la porte de la salle de bricolage pour que la maîtresse puisse continuer son cours. Ses gestes forgèrent son sens du devoir. Plus tard, il rencontra Sarah sur un chantier communal. Elle portait une veste rouge qui brillait sous la pluie. Ils eurent Hugo puis Léo. Ils juraient à chaque anniversaire qu'ils leur offriraient une vie où les fenêtres n'étaient jamais cassées. Ces 15 années de travail, les cicatrices au bout des doigts, l'odeur de sueur et de métal, tout cela avait construit son identité. Ce passé expliquait pourquoi il ne demanda jamais d'aide, pourquoi il cachait la peur derrière des blagues, pourquoi il croyait encore qu'un homme devait être le pilier du foyer. La lettre parlait d'économie, de restructuration, de chiffres et d'un poste qui n'existait plus. Ses mains avaient senti le papier mouillé d'une pluie ancienne. Il appela son ami Lucas, ancien collègue, avec la voix qui cassait. Lucas répondit tout de suite, sa voix rauque au téléphone. Leurs échanges furent rapides, entrecoupés de respiration. Au moins 10 répliques serrées qui montrèrent la panique et les tentatives de réconfort. Antoine dit « Je vais m'en sortir ». Lucas dit « On va réfléchir ensemble ». Antoine demanda des options. Lucas proposa d'appeler Karim qui connaissait du monde. Karim répondit par un message, puis par un appel, puis par une proposition concrète. Dans la journée, la nouvelle circula. Sarah l'entendit avant d'arriver à lui. Les garçons sentirent la tension dans la maison, la texture de la nappe semblait plus lourde. Les voisins, Élodie et Marc, murmurèrent dans le palier. La vie qu'ils connaissaient vacilla. Puis, comme une lame froide, vint l'abandon. Sarah fit sa valise sous un ciel lourd, posa son téléphone sur la table, ouvrit Instagram et publia une photo d'elle sur une plage avec une légende qui disait « Nouveau départ ». Antoine se tenait devant le frigo vide, sentant l'odeur fade du papier aluminium. Les enfants crièrent parce que le ballon était coincé sous le meuble. Sarah dit « Je ne peux pas vivre comme ça, tu dois comprendre ». Antoine répondit « Comment veux-tu que je comprenne si tu pars maintenant ?» Les voix se heurtèrent, 8, 9 échanges durs, ponctués par le claquement des portes et le son du sac qui glissait sur le sol. Elle partit avec un sac à main chic, un sourire contrit et des talons qui cliquetaient sur le trottoir. Le portail claqua comme une sentence. Les messages sur le téléphone d'Antoine s'accumulèrent. « Je suis désolé, je t'appellerai plus tard, il faut que je pense à moi ». Le tableau Instagram montrait des sourires lumineux et des hashtags pendant que la réalité derrière la porte restait sombre et humide. Les commentaires des inconnus applaudissaient sa liberté, mais personne ne savait qu'à l'intérieur, 2 enfants avaient les yeux qui brillaient d'incompréhension. À ce moment précis, nous voulons savoir ce que vous feriez. Si vous étiez à la place d'Antoine, prendriez-vous vos enfants et partiriez-vous à la recherche d'un logement ou resteriez-vous, tenant à garder la maison coûte que coûte ? Écrivez dans les commentaires « Je resterai » ou « Je partirai » et expliquez pourquoi.
Vos mots peuvent aider d'autres personnes dans la même situation. Avez-vous déjà été témoin d'un abandon après une perte de travail? Partagez une brève phrase pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Vos commentaires nourrissent cette communauté et nous pourrions utiliser certaines de vos réponses dans de futurs épisodes pour montrer comment les gens ont trouvé des solutions concrètes. Ce n'est pas une question théorique. Pour Antoine, chaque opinion comptait. Maintenant, revenons à son histoire pour voir comment il tenta de survivre après cette première nuit sans sommeil. Premières semaines furent un mélange de petits sacrifices et d'humiliations publiques. Antoine accepta des petits boulots à la journée. Il portait des gants usés qui laissaient des traces d'huile sur ses paumes. Le matin, il sentait l'odeur âcre du café brûlé dans les cafés où il attendait des appels. Il travailla pour Marc sur des chantiers, pour Julien au marché local, pour Anaïs qui tenait la clinique vétérinaire et qui lui demanda d'aider au déménagement d'une cage de transport. Chaque travail demandait au moins 8 échanges avec des chefs, des propriétaires, des collègues, des voisins et souvent des menaces voilées ou des soupirs. Les descriptions sensorielles s'accumulèrent. Le goût salé des larmes sur son visage en soir, la poussière qui s'installait sous ses ongles, la chaleur lourde d'une veste qu'il n'avait pas pu laver depuis des jours, le bruit des rires lointains à la terrasse d'un bar où Sarah apparaissait parfois en story, et le froid matinal qui lui gelait la nuque quand il revenait de livraison à vélo. La rue, qui autrefois avait été familière, devint un paysage de contrastes violents. Un matin, il passa devant une boutique où un costume exposé brillait sous une lumière coûteuse. Une photo apparut sur le téléphone d'Antoine. Sarah, en robe, le bras d'un homme plus jeune sur ses épaules. Les enfants posèrent la main sur sa jambe en demandant pourquoi maman n'était pas là. Antoine sentit cette pression dans la poitrine qui ressemble à une main étrangère. Il vendit sa vieille guitare pour payer un loyer. Il sauta des repas pour que les garçons puissent avoir des sandwichs à l'école. L'humiliation publique atteignit un sommet quand il reçut un message d'une ancienne collègue, Cynthia, qui mentionnait qu'elle avait vu Sarah à un événement avec des amis influents. Les commentaires sous la story étaient cruels. Antoine alluma la radio et la musique semblait trop joyeuse. Au travail, la sueur sur son front collait ses cheveux à la peau. Karim lui offrit un job temporaire à la menuiserie où les outils craquaient comme des bêtes. Les échanges avec Karim furent directs et brusques, mais pleins d'une forme de respect. Ils eurent au moins 9 dialogues serrés sur la façon de remettre une porte en place, la mesure précise, la coupe du bois. Claire, la voisine, lui apportait parfois un plat réchauffé, lui parlant doucement sur le palier, lui touchant l'épaule comme pour transmettre une chaleur humaine. Élodie, la directrice de la cantine de l'école, proposa de garder les enfants le temps qu'ils fassent une nuit complète. Ces personnages transformèrent des gestes en preuves concrètes de soutien. Lucas organisa une cagnotte et partagea des reçus de petites donations. Julien, le propriétaire du marché, proposa de l'embaucher 3 jours par semaine pour des livraisons. Ces aides étaient ponctuelles, mais elles maintenaient la flamme de la dignité. La tentation fut partout et le contraste devenait un motif obsédant. Sarah publiait des photos dans des hôtels, des hashtags sur de nouvelles startups et des likes qui pleuvaient. Elle recevait des commentaires admiratifs de la part d'Inès, Johan et d'autres. Antoine regardait ces images avec une sensation de verre froid glissant dans la gorge. Le soir, il discutait avec Léo, qui demandait pourquoi maman avait changé de coiffure sur les photos. Antoine inventait des histoires. Il se souvenait de la première fois où Sarah avait ri à une de ses blagues sur un parking couvert et se demandait comment ce rire avait pu s'éteindre. Les tentations furieuses n'étaient pas seulement matérielles. Certains voisins suggéraient que si Antoine avait été plus présent, rien ne serait arrivé. Ces murmures ajoutèrent des couches à son humiliation. Il sentit la honte comme une poussière qui recouvre tout. Le moment le plus bas survint quand Hugo tomba malade. Une nuit, son petit corps devint brûlant et il vomit. Antoine se précipita à la clinique municipale, la main gluante sur la porte, sentant l'odeur antiseptique et le papier bruissant des dossiers. Les dialogues avec la réceptionniste, Anaïs, furent tendus et réalistes. Il expliqua la situation, demanda les médicaments, recevait des conseils, offrit ses moyens limités pour payer. Ces échanges firent comprendre au lecteur l'urgence et la solitude. La décision d'Antoine se cristallisa là. Il pouvait demander l'aide de Sarah ou se battre seul. Il choisit d'affronter la réalité. Cette crise déclencha une réaction. Ses amis organisèrent une collecte de nuit. Lucas appela Karim, Claire monta un groupe de voisins, Cynthia partagea la situation sur un compte privé et Marc proposa de prêter un véhicule. La visite au grand immeuble où Sarah habitait depuis quelques semaines se transforma en un épisode de confrontation brève.
Antoine sonna, resta 10 minutes, parla 5 lignes, regarda les fenêtres aux rideaux tirés et repartit sans bruit. L'humiliation était encore là, mais il avait choisi l'action. La bascule survint quand il rencontra Madame Bello, propriétaire d'une petite entreprise locale qui cherchait un responsable logistique. Elle vit son CV griffonné, ses mains marquées, mais vit aussi autre chose. Les entretiens furent nombreux, au moins 10 échanges formels et informels, des appels, des tests sur le terrain, des références vérifiées. Madame Bello le prit au sérieux après avoir reçu un message de recommandation de Karim et un appel de Lucas. Antoine accepta la proposition, un travail qui payait mieux, exigeait plus d'horaires mais promettait stabilité. Les premiers jours furent durs. Il se releva à l'aube, sentit l'air froid sur son visage, sentit l'odeur du moteur quand il conduisait la camionnette de l'entreprise, sentit la texture des factures sous ses doigts, goûta des repas pris sur la pousse. Il écouta les conseils de Marc et d'Élodie, reçut des messages de soutien de Julien et de Claire. Chaque interaction comptait pour reconstruire sa dignité. La promotion survint après 3 mois de travail, de preuves quotidiennes et de petites victoires. Une réunion tendue avec Madame Bello aboutit à une proposition, responsabilité sur une nouvelle ligne de distribution. Les échanges avec elle furent calmes, mesurés et précis. Antoine dit « Je ferai tout pour ne pas vous décevoir ». Elle répondit « Nous avons besoin de gens qui tiennent leur parole ». Le sourire qui naquit sur ses lèvres fut silencieux, mais il sentit sa poitrine se desserrer. La communauté ouvrit des portes concrètes. Lucas organisa des contacts avec des fournisseurs, Karim apporta des outils, Claire fit du babysitting gratuit pendant qu'il assistait à des formations. 5 personnes, sinon 7 gestes précis avaient transformé la route. Il racheta petit à petit des objets vendus pendant la période difficile, il remit en état la chambre des garçons, il accrocha un rideau neuf. Une preuve de transformation apparut dans un contrat signé, dans la photo d'une facture, dans la chaleur d'une ampoule neuve au-dessus de la table. Puis vint le moment où la ville entière semblait regarder. Sarah essaya de revenir. Elle envoya un message. « Pouvons-nous parler ?» Antoine répondit par une série de questions silencieuses. Il se rendit au café où ils avaient l'habitude d'aller. Le dialogue entre eux fut précis et chargé. Elle demanda pardon, évoqua la peur, parla d'une opportunité qui lui avait semblé meilleure. Antoine écouta, respira, répondit calmement. Ils eurent plus de 10 échanges, mais, au lieu de la colère, il choisit la dignité. Il refusa de revenir à une position où il serait humilié encore. Il dit « Je ne peux pas te laisser décider de la vie de nos enfants à chaque fois que tu as peur. » Elle répondit « Je pensais que tu ne pourrais pas survivre. » Il dit « Je l'ai fait pour eux. » Les mots furent mesurés. Il n'y eut pas de vengeance théâtrale, juste une fermeté tranquille. Il demanda la garde partagée et proposa des solutions concrètes pour le bien des enfants. Sarah accepta de rencontrer un médiateur. Après cette victoire administrative et personnelle, la chaîne de soutien se transforma en reconnaissance publique. Une amie, Cynthia, publia un témoignage qui devint viral localement, expliquant comment Antoine avait tenu la maison pendant les pires semaines. Les commentaires affluèrent, certains remplis de remords, d'autres d'encouragement. La communauté organisa un petit dîner pour fêter son nouveau contrat. Les visages de Marc, Karim, Claire, Lucas, Cynthia étaient là, chacun racontant une anecdote qui faisait rire et pleurer à la fois. Antoine monta sur une petite estrade improvisée et remercia sans dramatiser. Il expliqua comment la dignité et la survie se sont maintenues grâce à des mains tendues. À ce moment, un appel à s'abonner à la chaîne se fit naturel. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits de rédemption et de courage. Ici, on célèbre la reconstruction, la solidarité et la dignité retrouvée. 1 mois plus tard, la maison avait retrouvé une routine plus solide. Les murs étaient repeints, il y avait des rideaux neufs et les enfants avaient un emploi du temps apaisé. Hugo reprit le football, Léo chanta à l'école et Antoine avait des horaires stabilisés. Claire, la voisine, témoignait d'avoir vu des changements dans le comportement des enfants. Lucas venait souvent apporter des denrées et Karim avait fixé une étagère dans le salon. Madame Bello confia dans un message qu'Antoine avait gagné sa confiance en 3 semaines. Les voisins mentionnèrent que la porte de la maison restait ouverte, non par négligence mais par confiance nouvelle. Les petits achats avaient créé une nouvelle chaleur, la table avait un meilleur éclairage et il y avait une plante sur le rebord de la fenêtre. Ces détails matériels étaient des preuves visibles de la reconstruction. 3 mois plus tard, Antoine signa un contrat plus long et la stabilité financière permit d'envisager un futur différent. Il put inscrire Hugo et Léo à des activités extrascolaires, ce qui apporta une sérénité supplémentaire à la maison. La communauté locale reconnut son effort.
Une collecte organisée par Cynthia et Élodie permit de financer une petite réparation de toiture. Marc travailla bénévolement un week-end. Les garçons retrouvèrent leur sourire et Sarah resta distante, engagée dans sa nouvelle vie, mais les rendez-vous pour la garde se firent sans heurts. Antoine commença à animer des ateliers pour jeunes en recherche d'emploi, partageant son expérience, sa sueur, sa stratégie. Il raconta comment il avait appris à demander de l'aide, comment il avait transformé l'humiliation en moteur. Le témoignage d'Anaïs et de Julien souligna qu'il était désormais un exemple vivant de rédemption. 6 mois plus tard, la transformation était visible et durable. Antoine avait un poste stable, une économie de secours et un projet en tête. Ouvrir un atelier de réparation pour aider d'autres hommes et femmes qui avaient perdu leur emploi. La maison brillait d'une nouvelle lumière, les garçons avaient des amis et la communauté locale célébrait son parcours lors d'une petite fête. Les noms de Claire, Lucas, Karim, Cynthia, Marc, Élodie et Madame Bello demeuraient associés à cette victoire. Plusieurs témoins confirmèrent la sincérité de la reconstruction. Antoine éclara devant tous que la rédemption n'était pas une revanche, mais une promesse faite aux enfants. Il conclut que la dignité ne se marchandait pas et que l'abandon ne définissait pas la valeur d'une personne. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la pour soutenir ceux qui commencent. La vie avait fermé une porte et en avait ouvert une autre. Ils n'avaient pas retrouvé la richesse matérielle, mais ils avaient regagné la paix et la dignité.